Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Baylar Korngor, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 2 novembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Visa rencontre les banques et FinTech au Sénégal pour accélérer l'innovation dans le paiement numérique, dont l'objectif est de favoriser et soutenir l'innovation collaborative pour apporter des solutions concrètes aux défis locaux. Chapitre législatif entre idéologie et projet de société, les 41 candidatures validées vont s'affronter pour représenter les citoyens à l'hémicycle. Aline Badara Diop nous fera une présentation des principales entités en lice. À l'école de la vie, tout s'apprend. Votre rubrique Djangondochi Bienen Anam ou Apprendre ensemble autrement s'intéresse à l'état civil. Neifatou Sissé s'entretient avec le magistrat Ndik Diouf, président de chambre à la cour d'appel de Dakar. Sur l'international, États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump poursuivent au pas de charge leurs intenses duels à distance pour la White House sans ménager leurs efforts pour mobiliser les électeurs dans une course incertaine à l'extrême. Et puis sport, tournoi IFOA U17, le Sénégal défiera le Mali en finale. Ce sera le 4 novembre au Stade Lat Dior à Thiès à 18h, une revanche à prendre. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Le Sénégal servira d'exemple pour les pays voisins. Les éléments de technologie et de méthodologie utiles à l'accès à la gestion de l'assainissement avec l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement qui a organisé une visite de benchmarking au bénéfice des pays dans la sous-région. Abdourahmane John, il est le directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation. À cette ouverture de la visite benchmarking organisée par l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement et qui voit des délégations venant de la Guinée, du Togo, du Ghana et du Niger pour apprendre un peu de l'expérience sénégalaise en termes de gestion de l'assainissement. Dans le secteur de l'assainissement, aujourd'hui, l'une des meilleures pratiques qu'on peut retenir du Sénégal, c'est l'élaboration de normes, mais également de réglementations adaptées à nos contextes locaux. C'est ce qui a vu donc l'Association sénégalaise de normalisation de concert avec tous les acteurs de l'assainissement et en collaboration avec le ministère en charge de l'assainissement et l'ONAS, élaborer aujourd'hui plusieurs normes sur les solutions innovantes en termes d'assainissement autonome, mais également les solutions plus ou moins traditionnelles comme les fosses septiques. Et aujourd'hui, le Sénégal a un arsenal de normes et nous avons travaillé avec les autorités gouvernementales pour avoir des textes réglementaires pour l'application effective de ces normes qui, in fine, permettront d'atteindre l'ODD 6 qui consiste en un accès sécurisé et de qualité à des ouvrages d'assainissement. Alors, lors de cette rencontre, les acteurs de l'assainissement du Sénégal et des pays hôtes vont échanger sur leurs pratiques en termes de gestion de l'assainissement. Il s'agira de montrer en détail donc la méthodologie, l'exemple sénégalais en termes de gouvernance, mais également en termes d'innovation, parce que le Sénégal a quand même réussi certaines choses significatives dans ce domaine. Et pourquoi pas apprendre également de nos homologues des autres pays africains. Selon Valentine Yao, coordinateur du programme d'assainissement, plusieurs points ont été traités pour aider au renforcement des capacités des acteurs de l'assainissement. Il faut dire que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de l'assainissement tels que dans la municipalité d'Atapamé au Togo, de Koumassi au Ghana, de Conakry en Guinée et de Niamey au Niger, qui viennent apprendre de l'expérience sénégalaise dont l'objectif c'est le renforcement des capacités de ces municipalités dans le cadre du partage des meilleures pratiques et également des leçons apprises dans l'implémentation de leur programme d'assainissement. Nous traitons trois principaux ou quatre, je dirais. D'abord, il y a la partie en salle qui va exposer sur les progrès qu'a fait l'ONAS au niveau de l'assainissement sur le plan de la réglementation, de l'amélioration des textes
texte afin de pouvoir créer un cadre propice à l'assainissement. Il y a également l'adoption des technologies et des infrastructures et de plus la chaîne des valeurs de l'assainissement au niveau des eaux usées et au niveau de la gestion de boues de vidange. La deuxième partie, ça sera les visites de site. Donc nous prévoyons visiter la station de Tivaouane-Peulh et puis celle de Cambérène. Si possible également la baie de Han. À l'instant, Valentine Yao, il est le coordonnateur du programme d'assainissement dans l'optique d'échanger les expériences, d'identifier les meilleures pratiques et de voir comment les répliquer dans d'autres nations. Le directeur de l'assainissement de l'Association africaine de l'eau, Abdoulaye Senghor, note que des pas importants ont été faits en termes d'accès avec un taux satisfaisant. Donc, comme vous l'avez bien constaté, au niveau du Sénégal, on a quand même des pas assez importants qu'on a fait au niveau de l'assainissement en termes d'accès, parce qu'on a un taux qui est vraiment assez satisfaisant si c'est comparé par rapport au taux au niveau africain. Et en termes de gestion des eaux usées, en termes de gestion des boues de vidange, en termes de stratégie aussi, on a quand même, au niveau stratégique, on a réglementaire, on a un code de l'assainissement, un décret d'application et le code est en phase d'être appliqué. Et au niveau aussi de la gestion des eaux usées, au niveau du traitement de ces eaux usées, on a quand même des expériences qui ont donné des réussites. Et je peux juste prendre l'exemple de l'omniprocesseur avec qui on peut réutiliser ces eaux, fabriquer même des briques et même produire de l'électricité. C'est un exemple assez patent. Il y a d'autres projets qui sont en cours. On le verra tout à l'heure, le projet de la baie de Han. On sait que dans la zone de cette baie, la baie de Han qui est assez chargée et assez polluée, dans cette zone où il y a beaucoup d'industriels, et avec ce projet, on va faire en sorte que ces industriels puissent être dotés d'unités de pré-traitement, parce que c'est des coûts assez importants, parce que c'est des produits souvent assez dangereux. Donc on va mettre en place, accompagner ces industriels à se doter d'unités de pré-traitement et l'ONAS va assurer le traitement final. Et tout ça avec l'accompagnement du ministère de l'Environnement. Le projet de la baie Han, c'est toute la partie qui concerne Han jusqu'à Mbao. Donc c'est un projet quand même qui est en cours et on aura l'occasion durant cette mission d'aller visiter et les travaux en tout cas ont une bonne évolution et nous espérons que d'ici l'année prochaine ou en tout cas au plus tard en fin d'année prochaine, on va quand même commencer à mettre en place le traitement qui s'y est. À l'instant, le directeur de l'assainissement de l'Association africaine de l'eau, Abdoulaye Senghor. Paiement digital en Afrique, Ismail Djabi, vice-président, directeur général Afrique de l'Ouest et centrale de Visa, et son équipe ont partagé les avancées technologiques de l'entreprise tout en démontrant comment collaborer avec les banques, les régulateurs et les fintech. Il était important pour nous, après plusieurs années de présence sur le marché sénégalais, de réunir l'ensemble de la communauté de l'écosystème de paiement digital du marché, qui a beaucoup évolué depuis quelques années, à savoir que Visa a travaillé pendant des décennies avec les banques, mais de nouveaux acteurs tels que les fintech, les opérateurs télécoms, sont des acteurs qui comptent maintenant dans l'industrie du paiement. Donc il était important pour nous d'organiser une rencontre de ce genre où venons partager notre agenda d'accélération de paiement digital au Sénégal, mais également de pouvoir contribuer à renforcer les liens entre ces différents opérateurs. Mais en plus de ça, il est important pour nous de veiller à ce que notre régulateur, donc la BCAO, soit présent afin de montrer toutes les évolutions technologiques que nous sommes en train de déployer sur la région Afrique de l'Ouest, notamment UMOA, et rassurer l'ensemble des différents acteurs sur la pertinence de ces solutions-là pour le marché sénégalais. Aujourd'hui, plus de 90% des dépenses de consommation des ménages s'effectuent encore en monnaie fiduciaire, donc le cash. Et à partir du moment où 90% sont dans le digital, 10% sont dans le paiement digital, donc Visa fait partie de ces 10%. On a constaté qu'une accélération de 1% du paiement digital dans une économie émergente impacte positivement son PIB de 3%. Et pour nous, c'est un indicateur important dans le sens où le Sénégal, à l'instar des autres nations du monde, doit s'inscrire dans cette dynamique de digitalisation des paiements, ce qui apporte beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de fluidité, mais également permet à des commerçants, par exemple, qui acceptent le paiement digital de pouvoir voir leur chiffre d'affaires croître de 17%.
Et pour accélérer davantage le paiement digital en Afrique, Ismail Diaby a souligné la nécessité de relever plusieurs défis ensemble. Il a également dévoilé les ambitions stratégiques de Visa pour le Sénégal. Un autre impact positif du paiement digital est pour l'État, notamment pour les États, et l'optimisation de leur collecte fiscale, collecte de taxes également. Donc en digitalisant l'économie, on peut contribuer à pouvoir améliorer la pression fiscale des États. Les défis sont de plusieurs. Déjà, il y a des défis technologiques, c'est plutôt l'infrastructure dans nos pays, mais nos pays sont en train d'avancer dans la bonne direction. Il y a les défis de l'éducation également, éducation financière, s'assurer que nos populations à qui on propose ce type d'outils, de solutions de paiement, soient en mesure de comprendre ces solutions-là, parce qu'il serait terrible de donner des solutions de paiement à des personnes qui ne comprennent pas l'essence de ces solutions. Donc, il est important d'expliquer comment ça fonctionne et d'expliquer comment est-ce que l'utilisation de ces outils de paiement peut impacter positivement les opérateurs économiques notamment. Donc en acceptant le paiement digital, par exemple je prends l'exemple d'une vendeuse de fruits et légumes au marché, en acceptant le paiement digital, elle se donne la chance de pouvoir bénéficier de solutions de crédit que peuvent lui octroyer des microfinances ou des banques afin de pouvoir accroître leur activité. Et sans éducation à la base, cette personne-là ne comprendrait pas quel serait ce bénéfice-là pour elle. Donc c'est extrêmement important pour nous. Visa investit énormément dans la sécurité parce que c'est notre ADN, et c'est la garantie qu'on apporte à ces milliards de porteurs de cartes dans le monde. Donc on s'assure de le faire, on développe des outils qu'on met à la disposition des banques, des fintech, afin qu'elles puissent sécuriser leur environnement. Et bien entendu, on n'est pas le seul apporteur de solutions aux acteurs bancaires et autres, mais je peux considérer que nous sommes un des meilleurs en termes de sécurité et nous travaillons au quotidien afin de pouvoir sensibiliser l'importance pour banques d'intégrer ces outils de sécurité. Mais je pense qu'il est important pour nous également de communiquer un peu plus à la population pour que la population ait les bons réflexes. Ne pas partager son code, faire attention aux emails qu'on reçoit parce qu'il y a beaucoup de tentatives de fraude par email et autres. Donc il est également de notre responsabilité de veiller à ce que les populations également aient ces informations-là afin de se prémunir de tout risque, de toute tentative de fraude. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumar Alilo. L'info se poursuit sur la référence. Chapitre législatif, 41 candidatures validées entre idéologie et projet de société s'affronteront pour représenter les citoyens au sein de l'hémicycle. Une présentation des principales entités en lice à Badara Diop. Législative du 17 novembre 2024, présentation des forces en lice pour des sièges à l'hémicycle. La Direction générale des élections DGE a annoncé la validation de 41 candidatures sur les 49 dossiers soumis pour les élections législatives anticipées au Sénégal, programmées le 17 novembre 2024. Cette étape qui marque le lancement officiel de la campagne électorale, Alfayda plonge dans l'ère de la campagne avec une présentation des différentes forces en lice pour ces élections. En délégué Sunureu, cette coalition émergente vise à mobiliser les citoyens autour des enjeux de développement durable et de justice sociale, prônant une gouvernance plus participative. Sénégal Kessé, un parti qui cherche à réinventer la séance politique sénégalaise avec une approche orientée vers l'équité et la solidarité. Union des groupes patriotiques, alliance des mouvements nationalistes, elle se positionne comme le porte-parole des intérêts des Sénégalais face aux influents extérieurs. Coalition Noforé Sénégal, la coalition appelle à une réforme de l'économie et des institutions se concernant sur la souveraineté alimentaire et la valorisation des ressources locales. La coalition Djubanti Sénégal mettant en avant un programme inclusif, cette formation insiste sur l'autonomisation des femmes et des pour stimuler l'économie. Kenyan, dans la commune de Ziguinchor, il est 12h13. C'est officiel, Dr Moussa Diédhiou quitte la coalition Benno Bokk Yakaar pour déposer ses valises dans le champ d'Ousmane Sonko. Il l'a fait savoir lors d'un point de presse
N'est-ce pas, Mohamed Sagna? Après avoir entamé de longues discussions avec ma base à travers ces différentes structures, j'ai décidé d'accompagner Monsieur le Président Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce choix est motivé simplement pour l'engagement pris par le Premier ministre devant le peuple sénégalais pour mettre définitivement le pays dans les rampes du développement. En ma qualité d'acteur politique attaché à la région de Ziguinchor et au regard de mon engagement à travailler pour la Casamance et au-delà le Sénégal, je ne peux pas manquer de me rapprocher du président Ousmane Sonko pour le rayonnement du Sénégal. J'exhorte toute ma base politique, mes sympathisants, mes amis à battre campagne, à soutenir la liste dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Individuellement, des gens sont venus me voir pour me dire qu'ils souhaitent le rapprochement avec le PASTEF, le rapprochement avec Ousmane Sonko. J'ai dit que je ne vais pas attendre que quelqu'un m'amène, je vais faire ma déclaration moi-même. Je ne le crains pas parce que je n'ai jamais dit quelque chose et je n'ai rien à me reprocher. J'ai jamais géré, j'ai jamais insulté, j'ai jamais dit du mal à quelqu'un. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me reprocher. À l'école de la vie, tout s'apprend. Votre rubrique Djangonochi Benen Anam ou Apprendre ensemble autrement s'intéresse aujourd'hui à l'état civil du Sénégal. Ndeye Fatou Cissé s'entretient avec le magistrat Ndik Diouf, président de chambre à la Cour d'appel de Dakar. Apprendre ensemble autrement, votre rubrique s'intéresse ce samedi 2 novembre à l'état civil au Sénégal. Un chapitre qui nous plonge dans les archives de la rubrique. Où doit-on faire enregistrer le mariage? Et pour en parler donc, nous sommes avec le magistrat Ndik Diouf, président de chambre à la Cour d'appel de Dakar. L'invité compte à son actif 2 ouvrages concernant l'état civil au Sénégal et le droit de la famille. La pratique du tribunal départemental aujourd'hui appelé TI. Le mariage doit être déclaré au centre d'état civil du lieu de sa consécration si il a été célébré par la voie coutumière. Si le mariage n'a pas été déclaré dans les délais, pour l'enregistrer, il faut saisir le tribunal du lieu de sa consécration par l'autorité coutumière et non pas le tribunal du lieu du domicile des époux. Il arrive souvent que des personnes se marient coutumièrement et qu'elles omettent de déclarer leur mariage. Si elles veulent chercher un jugement d'autorisation d'inscription de leur mariage, elles devront aller non pas au niveau du tribunal du lieu de leur domicile au moment de la demande, mais plutôt au niveau du tribunal du lieu de la célébration coutumière de leur mariage. Sauf si c'est le même tribunal qui est compétent donc pour juger les faits survenus, aussi bien au niveau du lieu où se trouve le domicile au moment de la demande, au niveau du lieu où le mariage a été consacré. En pareil cas, il n'y a pas de difficulté. Mais si le lieu de la consécration du mariage et le lieu du domicile des époux au moment de la demande se situent dans 2 ressorts juridictionnels différents, il faudra que les époux se rendent au niveau du tribunal du lieu de la consécration du mariage pour avoir un jugement d'autorisation d'inscription de leur mariage. Et voilà que c'est ici que se referme votre rubrique Apprendre ensemble autrement. Il s'agit en quelque sorte de déplacer nos objectifs, nos buts et nos rêves, de remodeler nos jugements et notre conduite sur d'autres valeurs et de donner la priorité à la qualité, au seul mérite et à l'intérêt général. Que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique, se le disent bien, ils n'inspirent aucun respect aux autres Sénégalais. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. C'est le seul qu'il faut désirer, qu'il faut rechercher. C'est le seul qui est admiré. Le respect dû au pouvoir et à l'argent, s'il a un autre nom, s'il s'appelle crainte ou courtisanerie, c'est que les paramètres éthiques qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie sont détestables parce qu'elles avilissent celui qui les inspire comme celui qui en est la proie. Elles ne durent que le temps que dure la force ou la fortune qui les motive, c'est-à-dire peu. Et elles s'effacent avec la perte du pouvoir ou de l'argent. Le pouvoir est fait pour servir, il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile. Le respect de soi et le respect des autres, par contre, est un bien éternel et sans limite. Dieu lui-même le prend en considération dans le jugement qu'il porte et portera sur nous. Rendez-vous prochainement. Actualité,
internationale. 12h18 à Medina Bay, 8h18 à New York City sur l'international. États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump poursuivent au pas de charge leur intense duel à distance pour la Maison-Blanche, sont ménagés leurs efforts pour mobiliser les électeurs dans une course incertaine à l'extrême. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump poursuivent au pas de charge leur intense duel à distance pour la Maison-Blanche sans trop s'éloigner puisque les deux candidats ont chacun donné rendez-vous à leurs partisans à Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. La démocrate y recevra le soutien sur scène de la célèbre rappeuse Cardi B. Le républicain devrait lui continuer à faire ses choux gras de la dernière gaffe du président Joe Biden qui a qualifié les supporters trumpistes d'ordures. Avant de se reprendre, la campagne présidentielle américaine se poursuit jusqu'au jour J, c'est-à-dire le 5 novembre. Les deux principaux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, multiplient les meetings publics sans jamais perdre l'occasion de se vilipender. Comment est perçue en Afrique cette bataille sans pitié entre l'ex-président républicain et la vice-présidente démocrate? Actualité internationale. À Maurice, le gouvernement a ordonné de suspendre l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à la fin des élections législatives. Le 11 novembre, sur fond de fuite d'écoute téléphonique, le bureau du premier ministre mauricien a déclaré aujourd'hui que ces mesures étaient nécessaires pour préserver la sécurité nationale et l'intégrité du pays. Actualité internationale. La justice sud-africaine a abandonné aujourd'hui les poursuites pour corruption visant un ancien ministre du parti de l'ANC dans le cadre d'une vaste enquête sur l'ère de l'ex-président Jacob Zuma. Zizi Kodoua, qui fut ministre des Sports, des Arts et de la Culture, était accusé d'avoir perçu environ 78 000 euros de pots de vin en lien avec des contrats signés par la ville de Johannesburg. Actualité internationale. La Corée du Nord soutiendra la Russie jusqu'à ce qu'elle remporte la guerre en Ukraine, a déclaré la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne qui rencontrait à Moscou son homologue russe Sergei Lavrov. La diplomate a promis que la Corée du Nord se tiendrait ferme aux côtés de ses camarades russes jusqu'au jour de la victoire. Le ministre russe des Affaires étrangères n'a pas commenté les affirmations des États-Unis et de l'OTAN selon lesquelles la Corée du Nord a envoyé environ 10 000 soldats en Russie. Actualité internationale. Et le bilan des inondations meurtrières survenues dans l'est de l'Espagne est désormais de 205 morts, ont déclaré les autorités régionales. À Valence, région la plus touchée par les inondations, au moins 202 personnes sont mortes, 3 autres sont décédées en Castille-La Manche et en Andalousie. Quelques 500 militaires ont été déployés pour rechercher les personnes toujours portées disparues et venir en aide aux survivants. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. 12h21 à Dakar, à Réunion, une page sportive que nous ouvrons avec de la lutte. La Papa Djang, journaliste chroniqueur, revient sur la nouvelle nomination de Malick Ngom à la tête du CNG. Le ministre qui avait la latitude de décider et de prendre la personne qui lui convenait peut-être. En tout cas, le monde de la lutte va être surpris puisque selon les informations que nous avons reçues, lors du dépôt des candidatures, Birassène était en tête par rapport à Malick. Donc, dans ce cas-là, il est compréhensible que le ministre ait choisi la personne qui lui convenait. On ne sait pas pour quelle raison, parce qu'elle n'est pas obligée de le dire. En tout cas, le choix, on va voir avec le temps si le choix est judicieux, si les gens vont trouver peut-être en la personne du nouveau président ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire des réformes, beaucoup de changements. L'État n'est pas obligé de donner les raisons de la nomination de quelqu'un à la tête d'une structure comme le CNG. Le défi, c'est d'être toujours premier en Afrique, en lutte, sans frappe, d'avoir aussi de bonnes sélections nationales à tous les niveaux, l'assainissement du milieu, le respect des horaires pendant les combats de lutte, la sécurité, la sérénité, beaucoup de facteurs, en tout cas, pour le développement de la lutte, puisque la lutte est appelée à être développée dans tous les secteurs qui la composent. Donc, comme je dis, on va attendre, on ne peut pas faire un jugement sans avoir vu la personne désignée à l'œuvre. On va voir avec le temps comment ça va se passer, mais en tout cas, la décision était attendue. Heureusement, elle est venue pour permettre à la lutte de continuer à faire ses activités, puisque depuis un certain temps, le milieu était dans l'attente de la nomination d'un président. Ça a été fait, au moins c'est un pas choisi. Le ministre n'est pas obligé d'expliquer les raisons
raisons sur lesquelles elle s'est appuyée pour pouvoir nommer Malick à la tête du CNG. À l'instant, Elhadji Papa Dieng, journaliste chroniqueur sur la nouvelle nomination de Malick Ngom à la tête du CNG. La ministre n'a pas l'obligation de dire les raisons de cette nomination. En prélude des Jeux olympiques de la jeunesse, le président de la Fédération du judo, Ababacar Ngom, revient sur la nouvelle Olympiade en Afrique. Et cet événement revêt une importance capitale car il regroupe les compétitions cadets et juniors en prélude des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, ainsi que la compétition qui ouvre la période de la nouvelle Olympiade en Afrique, c'est-à-dire les nouvelles périodes de qualification pour les Jeux olympiques. Au-delà de ces compétitions, l'Open sera également dans un séminaire et un examen d'arbitrage pour les grades continentales et internationales, organisés une fois sur chaque continent. Ababacar Ngom, le DTN Alpha Ndiaye revient quant à lui sur la compétition et le nombre de participants qui sont au nombre de 50 judokas et les chances du Sénégal pour se qualifier. On compte faire participer le maximum de combattants. Pour l'instant, sur les sélections, on est à une 50aine de judokas, aussi bien les cadets que les juniors et seniors. Il faut savoir qu'aussi les juniors peuvent compétir aussi en senior, parce que c'est sur 3 journées. La première journée, c'est les juniors. Deuxième journée, après, ce sera les cadets, et ça leur permettra d'avoir une journée de récupération. Et certains là, qui ont vraiment le niveau pourront encore tirer avec les seniors. Les chances pour le Sénégal. Chez les seniors, on peut avoir de l'espoir, parce qu'on a quand même des athlètes qui ont beaucoup d'expérience et qui sont déjà classés au niveau mondial. Je pense déjà à Manick Ndiaye, Abderrahmane Diaw, Dacosta, Monica Sagna, Georgette. Et à côté, on a quelques jeunes qui commencent à monter. Comment éviter une éventuelle confusion entre la Fédération sénégalaise de basketball et celle du judo à Dakar Arena? Souleymane Bouna Daouda Diop, conseiller technique en judo au niveau de la fédération. Depuis une semaine, on a entendu qu'effectivement il y a une fenêtre basket qui doit se faire au niveau de Dakar Arena. Mais je pense quand même qu'on ne peut pas créer une confusion à ce niveau. Parce que depuis 6 mois, nous sommes en train de travailler à la SOGIP. Nous avons rencontré le directeur général, nous avons aussi rencontré tous les combattants. Et depuis un mois, chaque semaine, on est à Dakar Arena pour le branding du site. Et personne ne nous a parlé de basket. Et quand nous avons eu l'information, nous avons aussi vérifié au niveau de la SOGIP. Et la réponse est claire. Nous avons une relation contractuelle avec le judo et pas avec personne d'autre. Donc on s'en tient là. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens nous ont envoyé le plan de vol. Nous avons programmé la compétition à Dakar Arena parce que la Fédération internationale de judo vient et nous a clairement signifié que Marius Ndiaye ne répond pas au nom d'une compétition de judo du niveau international. C'est pourquoi nous avons concentré des efforts financiers énormes pour disposer de Dakar Arena. Donc ce n'est pas à 15 jours de l'événement qu'on va nous dire, parce que vraiment ça va impacter négativement sur l'image du Sénégal. Et puis il n'y a aucune possibilité de délocaliser ou de repousser l'événement. Parce que nous l'avons repoussé une fois. Le programme c'était du 14 au 17. Et quand on a programmé les élections législatives anticipées, nous avons écrit à la fiche pour demander des décalages d'une semaine. Ce que nous avons pu obtenir difficilement. Nous sommes à 15 jours de l'événement, donc il n'y a aucune possibilité de délocaliser l'événement. Nous sommes à 15 jours de l'événement et aucune possibilité de délocaliser ce grand événement. Football à présent, tournoi IFOA AU17 prévu ce 4 novembre pour la finale au stade Lat Dior de Thiès entre le Sénégal et le Mali, tenant du titre. Ce sera à partir de 18h. Notez que les deux équipes sont qualifiées pour la prochaine CAN U17. Troisième journée Ligue 1 et Ligue 2 au Sénégal. Donc les rencontres vont démarrer ce soir à partir de 15h45 pour la Ligue 1. Pour la Ligue 2, Thiès FC reçoit AS Cambérène à Maniang Soumaré. Étoile Lusitana reçoit Niamour de Louga à Alassane Djigo. Duc reçoit Djambar au stade municipal de Jachlem. Ce sera à partir de 16h45. AS Bambey reçoit Esmaï FC et au stade municipal de Bambey à 16h45. Et demain, Amitié FC reçoit AS Kaffrine à Mouniang Soumaré. Stade Mbour reçoit RS Yoff à Caroline Faye. NGB Niary Tally reçoit Seneps Excellence au stade municipal de Jachlem. AS Saloum reçoit Douane au stade Massen Sen de Fatick. Pour la Ligue
1, US Gorée reçoit Walidan. Ce sera à Djagali Bakayoko. Oslo FA reçoit Diamono de Fatick aux Parcelles Assainies. Teungueth FC reçoit Dakar Sacré-Cœur à Ngalandou Diouf. Linguère de Saint-Louis reçoit Jaraaf de Dakar demain à Albouri Ndiaye. AGEL de Rufisque reçoit AS Pikine à Ngalandou Diouf à 16h45. Guédiawaye Football Club reçoit HLM de Dakar. Ce sera à Amadou Barry. US Ouakam reçoit la Sonacos au stade municipal de Ngor. Et Casa Sport reçoit Génération Foot au stade municipal de Yoff. La suite en Europe, 10e journée de la Ligue 1 en France. PSG reçoit Lens à 16h. Brest reçoit Nice. Saint-Etienne reçoit Strasbourg à 20h. 11e journée Calcio italien. Bologne reçoit Lecce à 14h. Udinese reçoit la Juventus à 17h. Monza reçoit Milan AC à 19h45. 10e journée Premier League en Angleterre. Bournemouth reçoit Man City à 15h. Ipswich Town reçoit Leicester. Liverpool reçoit Brighton à 15h. Nottingham Forest reçoit West Ham à 15h. Southampton reçoit Everton. Wolverhampton reçoit Crystal Palace. 12e journée Liga espagnole. Osasuna reçoit Valladolid à 13h. Gérone reçoit Leganés à 15h15. Villarreal reçoit Rayo Vallecano. Match reporté également. Le match Valence-Real Madrid a été reporté. 9e journée Bundesliga, Bayern Munich reçoit Union Berlin, Hertha Francfort reçoit Bochum, Hoffenheim reçoit St. Pauli, Wolfsburg reçoit Augsburg, Borussia Dortmund reçoit Leipzig à 17h30. 9e journée Saudi Pro, Al-Fatih reçoit Al-Faya, Al-Town reçoit Al-Khoulout, Al-Etifar reçoit Al-Khadisiyah à 18h. Tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 7 par Ngonejaï. Bonjour et bienvenue. Lancement de la première phase des grands projets de l'eau GTE. Polémique sur le choix de Sino Hydro, renseigne l'As Quotidien. L'Info Quotidien évoque à ce sujet passe d'armes entre la tutelle et Birahim Seck. Projet du grand transfert d'eau. Birahim Seck du Forum civil dans le quotidien La Tribune interpelle Cheikh Tidiane Dièye sur un possible gré à gré. Birahim Seck et Dr Cheikh Tidiane Dièye suscitent les dossiers GTE et l'ONAS, le Dakarois Barassa Une, Cheikh Tidiane Dièye cerné de toutes parts. Et concernant toujours la question, un dossier à polémique lit-on dans Point Actu, campagne électorale pour les législatives de 2024. Sur l'axe Tamba, Bakel et Kidira, Amadouba sème la graine de l'espoir, nous dit le quotidien La Critique. D'après le même journal, la tête de liste de la coalition, Diamang Djering, poursuit sa chevauchée dans l'intérieur du pays, sans tambour ni trompette. De Dakar à Ziguinchor, en passant par Kaffrine et Sédhiou, Ousmane Sonko assure et promet de réduire le prix de l'arachide pour soutenir les agriculteurs, rapporte au grand panel. Direct News, pendant ce temps, fait écho de la dualité entre Ba et Sonko en tête. Après une semaine de campagne électorale, une opposition nette se dessine entre Pastef et Diamag Djering. Le quotidien parle de débat à distance entre Sonko et Amadouba. En meeting à Kébémer, Abdoulaye Sylla de la coalition And Bessel Sénégal. Au lieu de régler les problèmes des Sénégalais, Sonko est toujours dans le bavardage, déplore-t-il dans le quotidien Source A. Situation alarmante du Sénégal sous le régime Bassirou Diomaye Faye. La coalition Sàmm Sa Kàddu dans l'évidence tire la sonnette d'alarme. Encore 15 jours pour convaincre, titre Sud du Quotidien qui estime que la campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre est en passe de boucler sa première semaine. Entre caravanes plus ou moins poussives et tournées menées à l'intérieur du pays, les partis, coalitions de partis et candidats en lice pour les 165 postes de députés devant composer la 15e législature rivalisent d'ardeur et de capacité de mobilisation pour draguer les citoyens. Diplomatie, on en parle dans cette revue des quotidiens. Sénégal-Turquie, relation au beau fixe à la une du quotidien national Le Soleil. La visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye à Ankara s'est conclue avec la signature de 4 accords de partenariat et la mise en place d'un conseil stratégique de haut niveau. En effet, les deux pays veulent porter le volume de leurs échanges commerciaux à $1 milliard. La Turquie prête à contribuer à la vision Sénégal 2050 pour des projets d'infrastructure, de digitalisation et de développement durable, informe le même journal. Forum de l'investissement Turquie-Sénégal, l'axe Dakar-Ankara renforcé, relève le quotidien L'Indépendant. Terminons cette revue des quotidiens en sport. Foot demi-finale du tournoi IFOA U17
basket, le Sénégal valide et croise le Mali en finale. Le Dakarois Sport affiche en une que le Sénégal jouera la revanche. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidi Haj Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 26 minutes. Ce sera Wolof avec Ngone Ndiaye. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Visa rencontre les banques et FinTech au Sénégal pour accélérer l'innovation dans les paiements numériques dont l'objectif est de favoriser et soutenir l'innovation collaborative qui apportera des solutions concrètes aux défis locaux. Chapitre législatif entre idéologie et projet de société. Les 41 candidatures validées vont s'affronter pour représenter les citoyens à l'hémicycle. Aline Badara Diop nous a fait le point, une présentation avec les principales entités qui sont en lice. À l'école de la vie, tout s'apprend. Votre rubrique Djangonochi Benen Anam ou apprendre ensemble autrement s'est intéressé aujourd'hui à l'état civil. Ndeye Fatou Sissé s'est entretenu avec le magistrat à Dakar, Ndik Diouf, président de chambre à la cour d'appel de Dakar. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue de quotidien qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.